Le comment. Alors, la distribution du vaccin a été confiée au CR3S et c'est une stratégie top-down, c'est-à-dire que de haut en bas, avec des sites de vaccination centralisés qui vont être offerts. Pourquoi cela? C'est parce que le vaccin vient en lot assez imposant et il faut le préparer avant de l'administrer en mélangeant l'adjuvant et le vaccin. Et à ce moment-là, on a seulement 24 heures pour l'administrer pour qu'il soit efficace. Donc, il fallait avoir une stratégie de centralisation pour la distribution des vaccins. Les groupes prioritaires qui seront vaccinés en premier, les femmes enceintes, les enfants de 6 mois à 4 ans, les personnes de moins de 65 ans avec des maladies chroniques à cause de la sévérité de la maladie dans cette population-là, les travailleurs de la santé et les premiers répondants. Et ça, c'est très important de réaliser l'importance de la vaccination des travailleurs de la santé, à la fois pour leur protection de leur famille, puisque les travailleurs de la santé seront les personnes les plus exposées au H1N1 à cause de leur travail justement au milieu hospitalier. Et aussi les travailleurs de la santé, s'ils sont vaccinés, à ce moment-là, ne seront pas des vecteurs du virus à l'intérieur des hôpitaux. Aussi, les travailleurs de la santé, s'ils sont vaccinés, seront protégés et à ce moment-là, vont pouvoir continuer à offrir les soins à la population. Pour les premiers répondants, ça va de soi aussi que, par exemple, les pompiers, les policiers soient vaccinés pour qu'ils puissent continuer à offrir ces services, même s'il y a une pandémie importante. Les communautés éloignées aussi et isolées. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces groupes-là, il y a de la transmission qui se fait beaucoup plus facilement. À titre d'exemple, il y a eu des éclosions dans les communautés autochtones en Colombie-Britannique où un nombre significatif de personnes ont été infectées en même temps. Les personnes avec des enfants de moins de 3 mois, parce que ces enfants-là ne peuvent pas être vaccinés avant l'âge de 3 mois, ou encore les personnes qui s'occupent de patients immunosupprimés, de façon à protéger les personnes immunosupprimées qui possiblement ne pourraient pas bien répondre au vaccin. Une fois qu'on aura fait les groupes prioritaires, le vaccin va être offert à toute la population québécoise. Les risques. Alors, le principal risque, en fait, c'est très minime, c'est pour des personnes qui sont allergiques aux œufs, où là, il y a une contre-indication formelle à recevoir le vaccin. Donc, ça, c'est important, mais heureusement, c'est très rare. Ce qui va arriver le plus souvent, ce sont des réactions locales suite à l'injection du vaccin, avec des douleurs qui peuvent survenir jusqu'à 25 à 30 des cas, et ça s'estompe très rapidement. Dans 10 des cas, on va faire une petite réaction fébrile qui va durer à peine 24 heures et qu'on peut contrôler facilement avec de l'acétaminophène. On obtient la protection après 14 jours, de 10 à 14 jours, en fait, avant qu'on ait des anticorps. Ça explique les fameux cas où les gens vous disent « Ah, ben j'ai reçu le vaccin, puis 3 jours après, j'ai fait la grippe. » Mais c'est toujours possible parce que, évidemment, là, au moment où on reçoit le vaccin, il faut que notre corps réagisse pour produire des anticorps. Ça prend environ 10 à 14 jours. Alors, il peut arriver de temps en temps que des personnes qui ont été vaccinées développent une infection, l'influenza, avant justement leur montée d'anticorps. Mais ça n'arrive pas souvent. L'adjuvant, alors on en a parlé, donc un vaccin qui est meilleur, qui a une meilleure immunité et puis qui est sécuritaire. Ça a été testé sur 40 millions de doses avec d'autres formulations vaccinales dans le monde entier, tout de même avec le même processus de fabrication. Alors, il n'y a aucune raison de croire qu'avec le H1N1, on n'aurait pas la même sécurité. Au contraire, on s'attend à avoir un vaccin très sécuritaire avec l'adjuvant et très immunogène. Sans adjuvant, je le rappelle, c'est uniquement parce qu'on n'a pas d'études chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 3 ans avec un vaccin adjuvanté. Donc, par précaution uniquement, on a décidé d'offrir le vaccin sans adjuvant à ces deux groupes-là. Le fameux Guillain-Barré, avec toute vaccination, ça peut survenir et ça survient à 1 cas sur 1 million. C'est ce qui est estimé avec le vaccin d'influenza. J'aimerais rappeler aussi que l'influenza elle-même peut donner un Guillain-Barré. Pour ce qui est du traitement maintenant, alors le traitement se fait avec des antiviraux, là c'est le Tamiflu ou le Zanamivir, et c'est efficace lorsque c'est donné dans les premiers 48 à 72 heures de l'infection. Ce que ça fait principalement, c'est que ça va diminuer les symptômes ou la sévérité de la maladie, mais on ne peut pas dire que ce sont des médicaments qui sont ultra efficaces, autant par exemple que des antibiotiques, comme on est habitué pour des infections bactériennes. Alors donc, ce n'est pas une méthode de prévention
et de fait, on va utiliser maintenant l'oseltamivir, le zanamivir, principalement pour la thérapeutique et non pas pour la prophylaxie. Le Tamiflu, c'est 75 mg BID pour 5 jours. Ça, c'est l'oseltamivir. Il y a peu d'effets secondaires. Malheureusement, avec l'usage du Tamiflu qui a été plus répandu, on a vu tout de suite l'émergence de résistance et c'est ce qui explique qu'on va garder le médicament uniquement pour traiter les personnes infectées et ce sera très rare qu'on va donner maintenant le Tamiflu pour de la prophylaxie. Alors, pour les personnes qu'on doit traiter, vous avez des indications ici. Ce sont les patients avec des maladies sévères qui sont hospitalisés. Eux méritent un traitement, certainement. Les femmes enceintes, on a moins d'informations sur l'usage du Tamiflu dans le premier trimestre. Et là, ce sera au jugement du médecin à décider si il vaut mieux traiter avec le Tamiflu plutôt que de laisser évoluer la maladie, l'infection. Pour ce qui est du deuxième, du troisième trimestre, il faut franchement traiter parce que ce sont surtout du troisième trimestre qu'il y a eu les complications principalement avec le H1N1. Les populations à risque aussi qu'on va vouloir traiter, les populations à risque de complications avec l'influenza, donc les maladies cardiaques, les pulmonaires chroniques, les fibroses kystiques, le diabète, les gens qui souffrent de néoplasie, les gens immunosupprimés, l'insuffisance rénale, etc., etc. Aussi, un petit groupe chez des enfants ou des adolescents qu'on traite à l'aspirine pour des conditions médicales, qu'on traite à l'aspirine de façon chronique, ces personnes-là méritent d'être vaccinées parce que s'ils font une influenza en prenant de l'aspirine, ils peuvent avoir des complications neurologiques qu'on appelle le syndrome de Rey. Et enfin aussi, il y a des gens dans les soins prolongés chez qui on va offrir de la thérapeutique de façon évidemment à éliminer les éclosions qui peuvent survenir en soins prolongés. Alors voilà pour le traitement. Et comme je le mentionnais pour la prophylaxie, ça va être très, très peu utilisé à cause de l'émergence de résistance. On va plutôt réserver les antiviraux en traitement peut-être un peu plus rapide, mais chez des patients qui ont l'infection et non pas en prévention. Alors voici ici pour le mot de la fin, c'est le vaccin qui est la meilleure arme de lutte contre la grippe. Vous le voyez marqué ici, là, bien inscrit sur la première page du Journal de Montréal. Alors si c'est dans le Journal de Montréal, c'est certainement vrai. Donc, autant que possible, utilisez les facilités de vaccination qui sont mises à votre disposition et faites-vous vacciner pour le H1N1. Merci.